Il y a un coin de la planète où le soleil refuse de mourir, baignant l'horizon d'une lumière cuivrée qui défie l'obscurité. C'est le Burundi. Non pas une destination touristique, mais un territoire qui exige le respect et la survie. Niché dans la cicatrice de la vallée du Grand Rift, la terre ici détient des secrets d'anciennes caravanes et de rois sacrés. Maintenant une essence que le temps a été incapable d'éroder. Les montagnes regardent avec la patience de millénaires, nous rappelant que nous ne sommes que de simples passagers dans ce paysage de fractures tectoniques. Ici, la nature n'a pas été apprivoisée. Les lacs respirent et les forêts murmurent des vérités ancestrales. Préparez-vous à affronter un environnement qui non seulement teste votre endurance physique, mais interroge votre esprit. Bienvenue à la frontière sauvage du cœur africain, où la beauté et le danger exécutent une danse éternelle. Mais restez vigilants, car ce qui attend sous la surface de ces eaux calmes pourrait altérer votre réalité pour toujours. La géographie de l'oubli. Les humains modernes, dans leur arrogance technologique et leur obsession du contrôle, croient avoir conquis chaque recoin de la planète. Nous avons cartographié les océans jusqu'au dernier abîme sombre où des créatures bioluminescentes nagent dans l'obscurité éternelle. Nous avons apprivoisé des jungles qui dévoraient autrefois des expéditions entières avec des fièvres inconnues. Nous avons élevé des cités de verre et d'acier qui grattent le ciel avec une insolence qui défie les dieux anciens. Nous vivons sous l'illusion confortable qu'il ne reste plus d'espace vide sur les cartes, que le mystère a été éradiqué par l'œil omnivoyant du satellite et la précision du GPS. Mais ce que presque personne ne sait, ce qui échappe constamment à la conscience collective occidentale, c'est qu'il existe une enclave au cœur de l'Afrique où le temps ne se mesure pas en heures ou en années, mais dans l'érosion lente, douloureuse et incessante des roches millénaires, loin de l'humidité salée des océans, protégé par des murs naturels de collines vertes et de lacs profonds qui aveuglent la vue, se trouve un territoire qui a vu passer le chaos de l'histoire tout en restant stoïque, presque indifférent au sort des empires humains. Le Burundi n'est pas simplement un pays délimité par des lignes politiques arbitraires, c'est une forteresse géographique conçue par la Terre elle-même dans un spasme de violence tectonique pour défier l'homme. C'est, littéralement, une nation enclavée dans la vallée du Grand Rift, le pôle de l'inaccessibilité africaine. Plus de 1000 kilomètres de jungles denses, de montagnes escarpées et de rivières turbulentes séparent ces frontières de la côte indienne la plus proche. C'est un endroit où la Terre s'enfonce violemment dans l'abîme, comme si elle essayait d'échapper à la gravité elle-même et de toucher les profondeurs du manteau terrestre avec les pointes de ses failles acérées. Ici, la géographie n'est pas un cadre passif. Une simple toile de fond pour les pièces de théâtre de la civilisation. C'est le protagoniste absolu, le directeur cruel et bienveillant de chaque chapitre humain, une entité vivante qui respire et exige le respect. Pour comprendre son peuple, cette race de fermiers à la peau tannée et aux yeux plissés par le soleil implacable, il faut d'abord comprendre leurs collines, parce qu'au Burundi, la survie est un art pratiqué au cœur du rift. À une altitude moyenne de 1500 mètres. À cette hauteur, l'air est notablement plus rare. La lumière ultraviolette brûle la peau sans réchauffer l'air et l'oxygène est assez rare pour forcer les poumons à se dilater et le sang à s'épaissir avec plus de globules rouges. Ici, la volonté se forge ou se brise sans juste milieu. Et la faiblesse n'est pas une option. Si nous déplions la carte de l'Afrique de l'Est et l'observons avec une attention clinique, nous verrons que le Burundi apparaît comme un nœud géologique impossible, une cicatrice profonde dans la croûte terrestre. Ce n'est pas une plaine ouverte à une invasion facile comme les savanes de ses voisins, où des hordes pourraient y galoper sans entrave.
Ce n'est pas non plus une vallée fertile et douce comme celle du Nil, conçue pour une agriculture sédentaire et paisible. C'est un labyrinthe tridimensionnel de collines infinies qui occupe 90% de son territoire, laissant à peine 10% pour une vie confortable et plate. Cette réalité physique a dicté une sentence claire depuis le début des temps. Une loi non écrite que chaque enfant burundais apprend avant de marcher. Ici, la vie est dure, ondulée et toujours en montée. La chaîne du Rift, dont le nom évoque la grande fracture qui menace de diviser le continent africain en deux, agit comme le véritable souverain du pays, un empereur de roches granitiques qui n'a pas besoin de trône. Avec plus de 2000 km de longueur totale, mais concentré au Burundi en sommet dépassant 2000 mètres, ces montagnes sont des monstres endormis. Le mont Eha, une massive pyramide verte située près de l'ancienne capitale, atteint 2760 mètres. Il est célèbre non seulement pour ses vues, mais pour sa brutalité climatique et pour les vies qu'il a réclamées sur ses pentes trempées de brouillard. Ces montagnes ne sont pas qu'un décor scénique, ce sont des barrières climatiques qui arrêtent les moussons, des murs politiques qui ont stoppé l'avancée des colons allemands et belges pendant des décennies, et des barrières spirituelles où résident les esprits des ancêtres. Elles divisent le pays en microclimats extrêmes où l'on peut passer d'une pluie torrentielle à un soleil brûlant en 1 heure de marche, fonctionnant pendant des siècles comme le meilleur système de défense qu'un roi puisse jamais acheter. Les choses que vous pouvez trouver si vous vous aventurez dans ces cols de montagne défient toute logique moderne. Le col de Bururi, frôlant les 2000 mètres, est un lieu de désolation biblique qui a vu des caravanes commerciales disparaître, englouties par des tempêtes de pluie soudaines en quelques minutes, ne laissant derrière elles que le son du vent hurlant parmi les rochers et des marchandises dispersées que personne n'a osé réclamer. Les vallées alpines comme la Ruvubu ressemblent à un rêve fiévreux, des plateaux sans fin qui se transforment à la saison des pluies en tapis d'un vert si intense qu'il fait mal à regarder, parsemés de millions de fleurs sauvages, des orchidées rouges qui ressemblent à des gouttes de sang frais et des lys blancs traversés par des rivières d'eau cristalline qui descendent directement de la fonte avec un rugissement sourd qui ressemble au battement de cœur de la planète elle-même. C'est un paysage de contraste violent conçu pour vous faire sentir insignifiant. Des jungles arides de sable rouge et des canyons martiens au sud, comme les failles de Carrera, avec leurs chutes d'eau en escalier de 50 mètres, cèdent soudainement la place à d'anciennes forêts de bambous dans le parc national de la Kibira. C'est l'une des plus grandes forêts naturelles d'Afrique centrale, un vestige du Pléistocène où les arbres ont des troncs si larges et tordus qu'il faut 5 hommes pour les embrasser, couverts de mousse qui est là depuis avant l'invention de l'écriture. Et puis il y a les lacs turquoises, suspendus dans les hauteurs, comme le lac Ruihinda, connu sous le nom de lac aux oiseaux, qui ressemblent à des miroirs brisés du ciel, des endroits où l'eau est si pure et glacée que vous pouvez boire directement et la sentir vous purifier à l'intérieur, gelant vos entrailles pendant un instant. À la saison sèche, la réalité devient hostile et impitoyable. La température peut chuter radicalement dans les hautes terres, l'air se refroidit dans les poumons avec un tranchant métallique. Les rivières s'arrêtent, piégeant les poissons en plein nage dans des blocs de boue sèche, attendant pendant des mois une goutte de pluie. Les prédateurs descendent des montagnes, affamés, leur présence invisible traquant les vallées. Et pourtant, les gens vivent ici. Ils ne survivent pas. Ils vivent avec une fierté féroce, parce qu'ils ont appris le langage secret des collines, une langue qui n'utilise pas de mots mais des signaux atmosphériques, savoir quand le ciel va se fermer avec des nuages de plomb, quand la pluie va aveugler les cols avec une humidité mortelle, quand bouger vite et quand rester immobile et laisser la tempête passer au-dessus. Mais les montagnes ne sont que la moitié de l'histoire, car à l'ouest, là où la terre se termine, commence un abîme liquide qui cache de vrais monstres. L'œil du continent. Si les montagnes sont le mur du Burundi, le lac Tanganyika est son fossé insondable, et peut-être son plus grand mystère. En arrivant sur les rives de Bujumbura,
La capitale économique, on n'a pas l'impression de faire face à un lac. L'esprit humain peine à traiter l'échelle de ce qui se trouve devant lui. L'horizon est infini, les vagues se brisent avec la force d'une mer intérieure et l'air sans l'ozone et les orages. Ce n'est pas un corps d'eau ordinaire, c'est le deuxième corps d'eau douce le plus profond de la planète. Surpassé seulement par le Baïkal en Sibérie, une fissure dans la croûte terrestre remplie d'eau atteignant des profondeurs de près de 1500 mètres. Imaginez un instant l'ampleur de cela. Si vous jetiez une pierre au centre du lac, il lui faudrait des minutes pour toucher le fond, descendant à travers des couches d'obscurité absolue où la pression écraserait un sous-marin conventionnel. Le Tanganyika est si vieux et a été isolé pendant si longtemps, des millions d'années, qu'il est devenu son propre laboratoire évolutif. 98% des espèces de cichlidés habitant ces eaux n'existent nulle part ailleurs dans l'univers. C'est un monde extraterrestre incrusté en Afrique, mais la beauté, bleu saphir de sa surface, est une tromperie séduisante, cachant des dangers qui ont inspiré des cauchemars depuis des générations. Les plages de sable blanc près de Saga Plage invitent au repos. Mais les habitants savent que l'eau appartient à d'autres maîtres. Ici réside une légende vivante, une créature qui a transcendé la biologie pour devenir un mythe, Gustave. On dit que Gustave est un crocodile du Nil. Mais les descriptions de ceux qui prétendent l'avoir vu parlent d'un léviathan de plus de 6 mètres de long et pesant 1 tonne, un dinosaure moderne doté d'une intelligence glaçante. Contrairement aux autres de son espèce, Gustave ne tue pas par faim, mais semble chassé par sport, disparaissant pendant des années pour ne ressurgir que lorsque les gens commencent à oublier. Bien que son statut actuel soit un mystère, sa légende maintient les pêcheurs en alerte, leur rappelant qu'au Tanganyika, les êtres humains ne sont pas au sommet de la chaîne alimentaire. La vie autour du lac avance à un rythme différent. Dans l'obscurité de la nuit, si vous observez depuis les collines de Vugizo, vous verrez des milliers de lumières vaciller sur l'eau noire. Ce ne sont pas des étoiles réfléchies, mais les lampes à pétrole des pêcheurs de nuit cherchant le ndagala, un petit poisson argenté semblable à la sardine qui est l'or de la région. Ces flottes artisanales sortent chaque nuit bravant des tempêtes soudaines générées au centre du lac. Des vagues de 3 mètres, apparaissant de nulle part, poussées par des vents descendant des montagnes du Congo. C'est un travail à haut risque, où le lac prélève son tribut annuellement, mais c'est le seul moyen de subsistance pour des milliers de personnes. Le Tanganyika agit également comme un thermostat géant pour la région, créant un microclimat tropical qui permet aux palmiers de pousser à seulement quelques kilomètres des forêts de pins, des hautes terres. C'est la route principale, le supermarché et le cimetière de la région. Pendant l'ère coloniale, les Allemands ont tenté de dominer cette mer intérieure en lançant le navire Graf von Götzen, qui incroyablement navigue encore aujourd'hui sous un autre nom, un fantôme d'acier d'une guerre oubliée flottant sur les eaux africaines. Mais il y a quelque chose de plus inquiétant à propos de ce lac. Les géologues savent que la vallée du Rift est en train de s'ouvrir. Millimètre par millimètre, année après année, l'Afrique se déchire. Le Tanganyika est la blessure visible de ce processus, une cicatrice qui s'élargit. Un jour, dans des millions d'années, l'océan Indien s'y engouffrera, inondant cette vallée et transformant le Burundi en une île ou en fond de mer. Savoir cela, vivre au bord d'une fracture planétaire active, donne à l'existence ici une qualité temporaire et urgente. Cependant, avant que la géologie ne dicte la fin, l'histoire humaine a déjà laissé des marques beaucoup plus profondes que n'importe quelle faille tectonique dans cette terre. Et ces marques ne sont pas faites de roches, mais de mémoire et de fer.
Pour comprendre le présent du Burundi, il faut remonter à une époque où les frontières n'étaient pas des lignes sur le papier, mais la portée du son d'un tambour royal. Bien avant que les bottes européennes ne foulent la poussière rouge de Gitega, un royaume sophistiqué et complexe existait ici, une monarchie sacrée qui a fonctionné sans interruption pendant des siècles. Les Mwami, les rois sacrés, n'étaient soit pas considérés comme de simples dirigeants, mais comme le lien physique entre le monde des esprits et la terre fertile. La structure sociale était un tissu complexe, beaucoup plus fluide que ce que les historiens coloniaux ont voulu admettre plus tard. Le récit simpliste de deux ethnies en guerre depuis le début des temps est en grande partie une fabrication ultérieure, une manipulation de la réalité pour faciliter le contrôle administratif. Dans l'ancien royaume, la richesse se mesurait en bétail et le statut pouvait changer. C'était une société agraire hautement organisée, capable de nourrir une population dense sur un terrain difficile. Mais cette autonomie était destinée à se heurter violemment à l'ambition impériale de l'Europe. Lorsque les Allemands sont arrivés à la fin du XIXe siècle, ils n'ont pas trouvé de tribus dispersées faciles à soumettre. Ils ont trouvé une résistance farouche. Le roi Mwezi Gisabo a refusé d'accepter la protection étrangère, forçant les envahisseurs dans une guerre d'usure. Ce qui a suivi fut un jeu d'échecs géopolitique cruel. Après la défaite allemande lors de la Première Guerre mondiale, les Belges ont pris le contrôle sous un mandat de la Société des Nations. Et c'est là que la tragédie a été méticuleusement semée. Les administrateurs coloniaux, obsédés par la classification et la race, ont rigidifié les identités sociales. Ils ont mesuré les nez, les tailles et les crânes, délivrant des cartes d'identité qui classaient chaque personne à vie. Ce qui était des classes sociales fluides devint des castes raciales immuables. Ils ont transformé des voisins en étrangers et des frères en rivaux politiques. Ils ont mis en œuvre des systèmes de travail forcé et de culture obligatoire du café, transformant l'autosuffisance en servitude économique. Les cicatrices de cette ingénierie sociale sont ce qui a saigné des décennies plus tard, quand l'indépendance est arrivée dans les années 60, non pas comme une libération, mais comme un vide de pouvoir qui a déclenché une lutte existentielle. Mais voyager aujourd'hui à travers l'intérieur rural, loin de la politique des villes, c'est voir la résilience du mode de vie originel. Dans les collines de Muramvya, l'ancienne capitale royale, on peut encore voir les enclos des rois. Ce ne sont pas des palais de pierre à l'européenne, mais des structures végétales complexes qui s'intègrent au paysage, conçues pour faire partie de la nature, pas pour la dominer. L'histoire ici ne se lit pas dans les livres, elle s'entend dans la tradition orale. Les aînés, assis sous des ficus centenaires, racontent des histoires d'époque où les lions étaient les messagers des rois et où la justice était rendue sous le ciel ouvert. Cependant, le vestige le plus puissant de ce royaume perdu n'est pas une ruine ou un monument, mais un son. Un son capable de synchroniser les battements de cœur de ceux qui l'entendent et qui a été déclaré patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. C'est le battement de cœur de la terre elle-même, manifesté à travers le bois et la peau d'animal. Et en être témoin, c'est comprendre que, malgré toute la douleur, l'esprit du Burundi reste intact et défiant. Le tonnerre de Gishora. Si vous conduisez vers le centre du pays, en grimpant des routes sinueuses qui donnent le vertige même aux voyageurs le plus expérimentés, vous arriverez au sanctuaire de Gishora. Il ne paie pas de mine de l'extérieur, un enclos au sommet d'une colline venteuse, entouré de champs de culture, mais c'est le Vatican de la culture burundaise. Ici résident les tambourinaires royaux du Burundi, gardiens d'une tradition qui est, par essence, un rituel mystique de connexion cosmique. Le tambour au Burundi, le karyenda, n'est pas un instrument de musique. C'est un objet sacré, un réceptacle pour l'âme de la nation. Autrefois, le tambour était si sacré que seul le roi pouvait dicter le moment où il était joué.
Il symbolisait l'utérus de la femme, la fertilité de la terre et le pouvoir de l'État. Battre le tambour n'est pas faire de la musique, c'est réveiller les esprits, appeler la pluie, assurer la continuité de la vie. Regarder une performance des tambourinaires de Guichora est une expérience viscérale bordant le surnaturel. Ils entrent dans l'enclos avec les tambours, pesant jusqu'à 50 kilos, les équilibrant sur leur tête avec une grâce qui défie la physique. Ils portent les couleurs du drapeau, le vert pour l'espoir, le blanc pour la paix et le rouge pour le sang versé pour l'indépendance. Et quand ils commencent à jouer, l'air change. Ce n'est pas une métaphore. La pression acoustique est telle que vous pouvez sentir les ondes de choc frapper votre poitrine, vibrer dans vos dents. Le rythme est complexe, polyrythmique, impossible à suivre pour une oreille non exercée. Mais la chose la plus impressionnante n'est pas le son, mais le mouvement. Les tambourinaires sautent, tournent et frappent l'air tout en percutant la peau tendue avec une violence contrôlée. C'est une danse guerrière, une démonstration de virilité et de force, mais aussi de joie pure et débridée. Il y a un moment dans le rituel où le chef se tient au centre et, à travers le rythme, raconte l'histoire de ses ancêtres, récite de la poésie héroïque et défie les ennemis du royaume. Dans un monde moderne où la culture est consommée à travers des écrans froids, se tenir à 3 mètres de ces hommes en sueur, en transe, battant du bois ancien sous le soleil africain, est un rappel de la puissance brute de l'expérience humaine. C'est un acte de résistance culturelle. Ils ont survécu à la colonisation, aux dictatures, aux guerres civiles et à la mondialisation. Les tambours n'ont jamais cessé de résonner, même dans les années les plus sombres. Quand le bruit des coups de feu remplissait les vallées, le rythme de Guichora est resté comme une promesse que l'identité burundaise ne pourrait pas être effacée. Aujourd'hui, ces tambours résonnent lors de festivals internationaux, mais leur foyer reste cette colline. Les jeunes apprennent des vieux maîtres, s'assurant que la chaîne ne se brise pas. C'est une leçon de dignité. Le Burundi peut être pauvre en termes économiques, il peut apparaître au bas des indices de développement humain, mais à Guichora, on comprend qu'ils sont immensément riches de quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, un sens profond et inébranlable de qui ils sont. En quittant Guichora, avec les oreilles qui sifflent encore et le cœur battant, on regarde le paysage avec des yeux nouveaux. Les collines ne semblent plus être des barrières, mais des forteresses. Le lac n'est pas seulement de l'eau, c'est de la mémoire. Et les gens qui marchent le long du bord de la route, portant des poids impossibles sur leur tête, avec une élégance stoïque, ne sont plus des victimes de l'histoire, mais ses survivants les plus tenaces. Le Burundi brise vos préconceptions, vous dépouille de vos préjugés et vous laisse avec une vérité inconfortable et belle. La vie, dans sa forme la plus pure, est une lutte constante et il y a une beauté terrible dans cette lutte que le monde moderne a oubliée. Au milieu de ce chaos tectonique de sommets acérés, comme des dents de dragon et de fissures qui craquent et gémissent comme de vieux os,
La nature a décidé d'ouvrir un œil géant, bleu et serein qui voit tout, le lac Tanganyika. Il est impossible de parler de l'histoire, de la culture ou de l'âme profonde de cette région sans s'arrêter avec une révérence presque religieuse devant cette étendue d'eau qui ressemble à un bug dans la matrice géographique, comme si un morceau de l'océan s'était perdu et était tombé du ciel pour atterrir dans les hautes terres d'Afrique de l'Est. Les chiffres sont accablants, mais ne parviennent pas à capturer sa majesté. Avec 676 km de long et 50 de large, le Tanganyika est le plus long lac d'eau douce au monde et le deuxième plus profond, après le Baïkal, et le deuxième plus grand lac africain, après le Victoria. C'est une mer miniature tenue par des montagnes enneigées, mais il possède une caractéristique qui le rend absolument unique, un trait qui défie l'intuition et a alimenté les légendes et les peurs pendant des millénaires. C'est le plus vieux lac du monde, âgé de 10 millions d'années, et ses eaux restent pures, d'un bleu foncé, bougeant avec une lenteur hypnotique et vaporeuse, abritant des espèces endémiques qui n'existent nulle part ailleurs. La science moderne, avec son besoin de désenchanter le monde, explique ce miracle avec des données froides. Une combinaison de profondeur extrême, 1470 mètres, avec des strates anoxiques au fond, une activité thermique souterraine intense due à la faille tectonique active sur laquelle il repose, et l'énorme masse d'eau qui retient la chaleur du soleil comme une batterie thermique géante. Mais les anciens Burundais, qui regardaient le lac avec un mélange d'amour et de terreur, avaient une autre explication. Ils disaient qu'au fond du lac bat un cœur ancien, le cœur d'un dieu qui a tant pleuré sur la division du continent que ses larmes ont rempli la vallée aride et ne se sont jamais refroidis, maintenus au chaud par la furie de son chagrin éternel. Selon la légende locale, le lac a été créé par les esprits pour séparer les peuples, mais aussi pour les unir dans son mystère. Beaucoup de visiteurs restent sur le rivage, admirant le reflet des sommets du rift dans l'eau saphir, mais sont surpris et frissonnent quand ils découvrent ce qui se cache sous la surface calme. Le Tanganyika est un tombeau massif de l'histoire. Des archéologues, lors de missions pendant l'ère coloniale et d'expéditions ultérieures, ont trouvé des restes de civilisations submergées qui nous forcent à réécrire les livres d'histoire. Des outils en pierre parfaitement taillés, des céramiques intactes, des pointes de flèches et des armes en fer d'il y a 2000 ans. Ce sont les vestiges d'anciens établissements qui ont été piégés lorsque le niveau du lac a monté soudainement à la suite de tremblements de terre cataclysmiques, engloutissant vie, marché et temple en une seule nuit d'horreur. On dit, et les preuves circonstancielles sont troublantes, que le Tanganyika détient de sombres secrets des routes commerciales africaines, des trésors de caravanes perdues qui ont tenté de traverser ces eaux traîtresses, des reliquaires en ivoire massif, et même, selon des théories persistantes appuyées par des découvertes de croix anciennes, des reliques de missionnaires chrétiens fuyant la persécution, apportant des textes interdits. Le lac est une archive hermétique protégeant son contenu avec des tonnes de pression et d'obscurité. Chaque année, de nouvelles expéditions avec sonar à balayage latéral découvrent de nouvelles structures, de nouvelles formes géométriques dans la boue du fond, incluant des poissons endémiques comme les cyclidés.
avec plus de 250 espèces uniques qui ont évolué dans l'isolement comme un laboratoire darwinien vivant. À l'époque médiévale, les rives du Tanganyika étaient un refuge sacré et cosmopolite. Les royaumes Hutu et Tutsi coexistaient avec les routes commerciales du sel et de l'ivoire. Des explorateurs comme Livingstone et Stanley l'ont mentionné dans leurs chroniques avec effroi, marquant ici le monument Livingstone-Stanley à Mugere, où ils se sont rencontrés en 1871. Les Allemands, quand ils sont arrivés avec leurs bottes militaires au XIXe siècle, l'ont baptisé la mer du Burundi. Et ce n'était pas une exagération poétique. Ce lac fonctionne comme un thermostat géant, créant son propre microclimat qui adoucit les hivers sur ses rives, au point de permettre des palmiers, des bananiers et des vergers de mangue, là où n'importe où ailleurs, à cette latitude, il n'y aurait que de la toundra gelée et de l'herbe morte. Au cours du XXe siècle, la Belgique coloniale a fermé le lac au monde extérieur. Ils en ont fait une zone restreinte pour l'extraction de ressources. Dans ses profondeurs, loin des yeux curieux, des méthodes de pêche industrielle ont été testées et des mines sous-marines exploitées. Les habitants racontent encore des histoires de lumières étranges émergeant de l'eau la nuit, de bruits métalliques faisant vibrer le sol et d'animaux apparaissant morts sur le rivage sans cause apparente, peut-être à cause de la présence de Gustave, le légendaire crocodile mangeur d'hommes qui a réclamé plus de 300 vies humaines. Aujourd'hui, la paix est revenue, du moins en surface. On peut marcher le long de plages de sable blanc où les vagues se brisent avec la même cadence rythmique que dans les Caraïbes, voir des flamants roses se reposer lors de leurs migrations estivales. Si on a de la chance, rencontrer des pêcheurs descendant avec leurs pirogues en bois pour boire cette eau saumâtre qui ne gèle pas leurs lèvres. Le lac est si profond, jusqu'à 1470 mètres, un gouffre insondable, qu'il n'a pas encore révélé ne serait-ce qu'une fraction de ses secrets. Chaque année, de nouvelles expéditions découvrent de nouvelles espèces, comme des cyclidés transparents qui ressemblent à des fantômes aquatiques. Mais les aînés des villages riverains avertissent les touristes qui rient trop fort ou entrent dans l'eau sans respect. Ils plissent les yeux vers l'horizon bleu et murmurent une vérité inconfortable. Le Tanganyika ne rend jamais ce qu'il prend. Et parfois, quand le soir tombe et que l'eau devient noire comme l'encre, la surface commence à s'agiter sans que le vent ne souffle, comme si quelque chose d'immense, juste sous les bateaux, était sur le point de remonter pour respirer. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment sous ces vagues profondes? Quelles légendes ancestrales s'éveilleront si vous osez vous aventurer plus loin? La domination du tambour et les routes du sel. Bien avant que le nom Burundi n'apparaisse sur les cartes des cartographes européens, bien avant que des concepts comme nation, frontière ou de passeport n'existent, ces terres vibraient déjà d'une énergie cinétique inarrêtable, le rythme des tambours. Les collines d'Afrique de l'Est n'étaient pas simplement un lieu de passage, elles étaient le berceau de l'une des révolutions culturelles les plus importantes de l'histoire humaine, comparable à l'invention de la roue ou de la machine à vapeur, la domestication du tambour comme instrument de pouvoir et de communication. Cela s'est passé ici, sur les vastes plaines à l'est du Rift, il y a plus de 2000 ans. Probablement dans la culture des anciens royaumes, ce fut le moment où l'être humain a cessé d'être une créature terrestre et silencieuse pour devenir un porteur de rythme. Sans cet instrument, la vie dans cet environnement hostile aurait été socialement impossible. Le tambour n'était pas seulement un support de musique,
C'était une extension du corps humain, une machine de guerre vivante, une source de cohésion sociale, de messages pour l'hiver et de peau pour les cérémonies. C'était un statut, une religion, une monnaie et le seul compagnon fidèle dans la solitude de la colline. La symbiose était totale. Les enfants apprenaient à jouer avant de marcher, leurs mains arquées dès l'enfance pour s'adapter au pot de tambour. Les femmes étaient des rythmistes aussi habiles que les hommes, capables de défendre le camp et d'invoquer les esprits. Et les guerriers développèrent des techniques qui terrifiaient les empires sédentaires d'Europe et d'Arabie. Ils pouvaient transmettre des messages avec une précision létale sur des kilomètres en se retournant sur la colline, le fameux appel du tambour, tandis que leur rythme résonnait à 100 battements par minute sur un terrain accidenté. Les premiers registres historiques nous parlent des Hutus et des Tutsis, peuple bantou aux cheveux sombres et aux yeux clairs dans certains clans, qui dominaient ces collines depuis le XVe siècle. Ils n'ont laissé aucun palais de marbre ni cité fortifiée, car pour eux, s'enfermer derrière des murs était une forme de mort. Leur richesse résidait dans leurs troupeaux mobiles et leur liberté absolue. Mais ils ont laissé quelque chose de plus durable que des bâtiments, des tambours sacrés. Dans des lieux sacrés comme Gishora, à la périphérie de Jitega, ou dans la lointaine vallée de Carrera, qui signifie chute d'eau, et n'est accessible qu'à la saison sèche, des milliers de tambours en bois noir sont marqués par l'histoire spirituelle de ces peuples. Ce sont des bibliothèques de rythme à ciel ouvert sous le soleil brûlant. Des motifs de battements représentant des chèvres à longues cornes, des chasseurs aux lances tendues, des chars de guerre et des scènes de rituels chamaniques où des hommes masqués dansent avec le soleil. Ces rythmes sont le témoignage muet d'une culture qui lisait le ciel et les étoiles avec la même facilité que nous lisons l'écran d'un téléphone. Ce sont des messages dans une bouteille en bois jetés vers l'avenir. Puis, la marée de l'histoire a apporté les royaumes du Burundi avec leurs Mwami, rois, comme Natare Ier au XVIIe siècle. Tout le monde est passé par ici, laissant des couches d'histoire comme des strates géologiques, sang sur sang, poussière sur poussière. Mais le moment de plus grande splendeur, celui qui a connecté ce coin perdu avec le destin du monde, est arrivé avec les routes commerciales du sel et de l'ivoire. Malgré son isolement montagneux, ou peut-être grâce à la sécurité offerte par ses cols contrôlés, ce territoire est devenu un corridor vital et obligatoire. Les caravanes quittant la mythique Ujiji chargées de sel, d'ivoire fin et d'esclaves n'avaient d'autre choix que de faire face aux collines du Rift et au col de la Kibira pour atteindre les marchés de Bagamoyo, Zanzibar et enfin les palais d'Oman et d'Europe. Les vallées burundaises sont devenues les artères par lesquelles circulait le sang du commerce africain. Ici, le sel du Tanganyika, blanc comme la neige et précieux comme l'or, était échangé contre des épices arabes relevées, l'ivoire d'éléphant contre des tissus persans, l'argent éthiopien forgé contre des peaux de léopard du Congo, des endroits comme Gitega, un caravansérail en pisé sombre du XVIIIe siècle, à moitié enterré dans la colline à 1700 mètres, étaient des oasis de vie au milieu du vide hurlant. Imaginez la scène à Gitega, c'est la nuit. Dehors, rugit une tempête de pluie qui tuerait un homme en quelques minutes. À l'intérieur des épais murs de pisé, éclairés par des lampes à huile de palme qui fument et sentent le rance, des marchands de 10 nations différentes se rassemblent. Ils parlent dans un mélange de Kirundi, de Swahili, d'arabe et de Bantou.
Les ânes, épuisés, s'agenouillent dans les cours hantés. On boit de l'urwagwa chaud, bière de banane, on mange de l'ougali grillé. Et avec les marchandises physiques, on échange la chose la plus dangereuse de toutes, les idées, religion, mathématiques, astronomie, secrets de la forge, et aussi des maladies comme la variole. À Bujumbura, la plus vieille ville du Burundi, avec plus de 200 ans d'existence continue, plus ancienne que beaucoup de capitales africaines, le marché n'a jamais fermé. Aujourd'hui encore, vous pouvez gravir le mont Belvédère, une colline surgissant de la plaine comme une main de pierre, déclarée site du patrimoine mondial. Là, vous pouvez toucher des rochers polis par des millions de mains et de genoux de pèlerins. Voir des pétroglyphes montrant des rois en train de prier ou entrer dans des grottes étroites, où des chamans et plus tard des saints islamiques cherchaient l'illumination dans l'obscurité totale. Ici, l'animisme, l'islam, le christianisme et les croyances tutsis se sont rencontrés et affrontés dans une coexistence tendue, mais fertile, qui semble impossible aujourd'hui. Mais les routes du sel n'ont pas duré éternellement. Les routes maritimes ouvertes par les Européens ont condamné les caravanes à l'oubli. Le commerce s'est tari, les cités de Pisé se sont effondrées et sont retournées à la poussière. Les empires se sont retirés, laissant les Burundais à nouveau seuls avec leurs collines et leurs tambours. Cependant, au XIXe siècle, une nouvelle ombre a commencé à s'allonger depuis le nord. Une ombre, la domination du tambour et les routes du sel. Bien avant que le nom Burundi n'apparaisse sur les cartes des cartographes européens, bien avant que des concepts comme nation, frontière ou de passeport n'existent, ces terres vibraient déjà d'une énergie cinétique inarrêtable, le rythme des tambours. Les collines d'Afrique de l'Est n'étaient en pas simplement un lieu de passage, elles étaient le berceau de l'une des révolutions culturelles les plus importantes de l'histoire humaine, comparable à l'invention de la roue ou de la machine à vapeur, la domestication du tambour comme instrument de pouvoir, communication. Cela s'est passé ici, sur les vastes plaines à l'est du Rift, il y a plus de 2000 ans, probablement dans la culture des anciens royaumes. Ce fut le moment où l'être humain a cessé d'être une créature terrestre et silencieuse pour devenir un porteur de rythme. Sans cet instrument, la vie dans cet environnement hostile aurait été socialement impossible. Le tambour n'était pas seulement un support de musique, c'était une extension du corps humain, une machine de guerre vivante. L'ombre coloniale et la sédentarisation. Le XXe siècle n'est pas arrivé au Burundi sur la pointe des pieds. Il est arrivé avec le rugissement des canons et le fracas des trains coloniaux. Ce fut un changement sismique que personne, pas même les anciens les plus sages lisant les étoiles, n'avait vu venir. En 1890, à la suite de l'effondrement de l'ordre ancien et de la montée du colonialisme allemand et belge après la Première Guerre mondiale, les troupes européennes ont commencé à monter vers ces hautes terres. Ils n'étaient pas seulement des soldats, ils étaient les porteurs d'un nouvel évangile séculier promettant modernité et progrès, mais exigeant une soumission totale à un système centralisé. Ce qui suivit fut l'un des épisodes les plus brutaux, prolongés et pourtant les moins connus de l'histoire coloniale africaine. Il devint connu sous le nom de résistance des royaumes, où des clans sous le Mwami Mwambutsa résistèrent farouchement. Ce terme, utilisé de manière dédaigneuse par les colons pour les étiqueter comme des bandits, fut adopté avec fierté par les guérilleros locaux. Ils étaient des combattants animistes, des tambourinaires experts qui connaissaient chaque grotte et chaque canyon.
et qui se battirent non pas pendant des mois, mais pendant des décennies contre la machinerie de la colonisation. Ce fut une guerre de l'ombre dans les collines vertes, où la technologie moderne de l'armée belge se heurtait constamment aux tactiques ancestrales de la guérilla africaine. Pour les nouveaux administrateurs envoyant des ordres depuis Bruxelles, le mode de vie nomade de certains clans représentait tout ce que le Nouveau Monde devait laisser derrière lui. Il le voyait comme un chaos incontrôlable, un vestige féodal archaïque qui devait être éradiqué au nom du progrès scientifique et de l'efficacité industrielle. Un nomade qui se déplace ne peut pas être contrôlé, ne peut pas être recensé et, plus important encore pour l'État, ne peut pas être taxé facilement. Ainsi, entre 1918 et 1962, une machinerie sociale dévastatrice fut mise en marche. Le processus de sédentarisation forcée le plus massif et le plus rapide de l'histoire de l'Afrique de l'Est fut mené à bien. L'ordre était clair et l'exécution fut implacable. Des millions de têtes de bétail furent réquisitionnées, lesquelles n'étaient pas seulement la source de nourriture de la population, mais leur banque, leur statut et leur identité. Les routes de transhumance utilisées pendant des milliers d'années, sentiers invisibles tracés par la mémoire des générations, furent fermés et bloqués par des frontières artificielles. Les éleveurs furent incités, et dans la grande majorité des cas forcés sous la menace de la violence, à abandonner leurs huttes. Ils durent s'installer dans des villages comme Bujumbura, des fermes collectives conçues dans des bureaux lointains où la propriété privée disparut et où l'individu devint un rouage de la production étatique. Les conséquences furent catastrophiques. Des milliers de personnes périrent dans des famines induites, comme dans les années 30 lorsque les politiques coloniales détruisirent l'économie traditionnelle. Les clans Hutu et Tutsi, divisés par la politique du diviser pour régner, se révoltèrent dans le nord, utilisant de vieilles lances contre le gaz moutarde belge. La résistance fut épique. Des leaders comme le prince Rwagasore proclamèrent l'indépendance en 1962. Battant les administrateurs dans des batailles comme celle de 1959. Mais le pouvoir colonial était écrasant. Ils bombardèrent des villages, empoisonnèrent des puits et forcèrent des migrations de masse. Dans des villes comme Gitega et Bujumbura, la colonisation apporta une double réalité. D'un côté, la modernité, routes, chemin de fer, la grande cathédrale de Regina Mundi. De l'autre, l'exploitation. Les Hutus et les Tutsis furent relégués à une main-d'œuvre bon marché, tandis que les Belges construisaient des quartiers comme le quartier belge. La culture burundaise fut supprimée, le Kirundi banni des écoles. Mais dans l'ombre des marchés, la résistance cuisait. Des tambourinaires et des nationalistes comme Rwagasore complotaient en secret, inspirés par l'indépendance d'autres peuples. L'indépendance arriva en 1962, après des protestations massives et des négociations sanglantes. Le roi Mwambutsa IV revint en héros, unissant les Hutus et les Tutsis sous une monarchie moderne. Mais les cicatrices demeurent. La division ethnique, la lutte pour la réconciliation après les génocides de 1972 et 1983. Aujourd'hui, le Burundi est une mosaïque de traditions. L'Urwagwa symbolise l'hospitalité, mais sous la surface, les tensions ethniques couvrent. Cependant, dans les profondeurs des ruines coloniales, comme le palais du roi à Gitega, il se murmure que l'ombre belge n'a pas entièrement disparu, que dans les prisons souterraines comme celle de Rumonge, où des milliers de personnes furent enfermées dans des labyrinthes sans issue,
Quelque chose d'ancien attend sa vengeance. Et quand la lune illumine les collines, on se demande, la lutte a-t-elle vraiment pris fin? Ou s'est-elle simplement transformée en quelque chose de pire? Fête de l'âme et la cuisine des dieux. Au cœur de cette terre de contraste, où le rift embrasse les lacs et où la forêt murmure aux collines, la culture burundaise se révèle non pas dans de froids monuments, mais dans des fêtes qui battent comme le pouls d'un tambour royal. Les traditions ne sont pas des reliques poussiéreuses, elles sont le feu qui maintient vivante l'âme d'un peuple qui a absorbé les influences bantoues, nilotiques, arabes, européennes et congolaises, les tissant dans une tapisserie vibrante qui défie le temps. La cuisine est le premier autel. Ce n'est pas une simple subsistance, c'est une prière sensorielle. L'ugali, cette bouillie de maïs épaisse cuite dans des pots en terre, où elle fusionne avec des haricots rouges, des bananes plantains et des épices comme le piri-piri, piment africain, plus chaud que le feu, évoque les anciennes caravanes. Il cuit pendant des heures sur les braises, libérant des arômes qui envahissent les marchés comme un sortilège. La brochette, viande de chèvre rôtie avec des oignons et des tomates, se mange le dimanche, jour de la famille, avec la main droite en communion tribale. La sangala, soupe de poisson du Tanganyika avec du manioc et des herbes, rompt le jeûne lors des festivals, sa chaleur réconfortant les âmes lasses. Et l'ibihaza, gâteau de haricots aux bananes, sucré et salé en parfaite harmonie, rappelle les banquets royaux des Mwami. Mais la véritable magie réside dans l'urwagwa. Ce n'est pas une boisson, c'est un rituel. On le prépare en 3 tournées, la première amère comme la vie, la deuxième sucrée comme l'amour, la troisième douce comme la mort. Il est filtré de très haut pour créer de la mousse. Symbole d'hospitalité. Le refuser est une offense, l'accepter, une entrée dans un monde de confidence. Les fêtes sont des explosions de couleurs et de sons. L'Intor, une danse guerrière Tutsi avec des sauts acrobatiques, transforme les nuits. Après le coucher du soleil, les collines se remplissent de tambours, de repas communautaires avec de la chèvre sacrifiée, l'Umuganuro, la fête des récoltes en juillet, marque la fin avec des prières massives et des danses. Le Gusaba, le mariage traditionnel, évoque les unions ancestrales. Les familles négocient avec des tambours, partageant l'urwagwa avec les pauvres dans un acte de piété unissant les communautés. Les festivals culturels éblouissent. Le festival du tambour à Gishora, l'un des plus grands d'Afrique, attire des artistes mondiaux sur des scènes au bord du rift. Le festival des chutes d'eau à Karera célèbre la nature avec des défilés, des danses et le couronnement d'une reine dans des vallées parfumées par des millions de fleurs. Le festival culturel de Gitega fusionne les rythmes africains avec la transe soufie hypnotique sous la lune, où les percussions et les flûtes invoquent les esprits. Le festival de la paix à Bujumbura apporte la musique du monde dans les anciennes médinas, unissant les ethnies en harmonie. Les traditions Hutus perdurent. L'Aïdus, danse circulaire avec tambour, le henné au mariage, dessin protecteur sur les mains. Dans les marchés, les artisans forgent le fer, tissent des paniers, traitent le cuir dans les tanneries de Rumonge, où l'odeur de l'ammoniac et de la teinture est une agression sensorielle, mais produit des sacs et des sandales légendaires. Cependant, dans l'ombre de ces célébrations,
des mystères rôdent, des légendes d'esprits habitant les cascades et les ruines sont racontées à voix basse pendant les fêtes. Sont-ils de simples contes ou de réels gardiens de secrets ethniques? Et quand la musique s'arrête, on se demande: quels esprits dansent dans l'obscurité, attendant d'être invoqués? Les villes du Burundi ne sont pas de simples amas de pisé, ce sont des labyrinthes vivants où l'histoire respire à travers chaque tambour, chaque arche. Bujumbura, l'économique, fondé en 1899 par les Allemands, est un chaos ordonné. Son marché central, rempli de centaines d'étals, mute le jour, épices et poissons. La nuit, un théâtre pour danseurs et conteurs qui hypnotisent avec des légendes de crocodiles. La cathédrale Regina Mundi, avec ses tours de 50 mètres, surveille comme un gardien éternel. Gitega, la politique, avec sa médina aux rues pavées, est un énigme. Ses tanneries, fausses colorées, où les peaux sont teintes avec de l'urine et du piri-piri, dégagent des odeurs qui brûlent les narines. Le musée national, avec ses sculptures complexes, était un centre de savoir royal. Mais sous terre, des grottes et des passages cachent les trésors perdus des Moamis. Roumonge, la côtière, bâtie par les Arabes au XIXe siècle, a des murs de palmes et des écuries pour ânes. Sa prison coloniale, un labyrinthe souterrain de taille inconnue, est enveloppé de légendes. On dit qu'elle s'étend sous le lac, avec un passage secret pour s'échapper que personne n'a trouvé. Des milliers de prisonniers, selon les chroniques, y ont péri. Ngozi, la nordique, mélange modernité et ancienneté. L'Église catholique, une mission géante inachevée, symbolise des ambitions tronquées. La colline des tambours, avec ses jardins royaux, murmure des romances interdites. Muyinga, la frontalière, avec sa mosquée sur la colline, est un colosse. Son minaret de 30 mètres, le plus haut du nord, projette les appels à la prière, mais ses corniches cachent des histoires de contrebande. Kirundo, la bleue, peinte pour repousser les moustiques ou par les réfugiés, est un rêve cobalt dans les plaines. Ces lacs Ruinda cachent des grottes avec des pétroglyphes. Ruvubu, ruine précoloniale avec des mosaïques de rois, recèlent des mystères, des colonnes réutilisées à Gitega. Mais quels trésors gisent non excavés? Dans ces villes, les secrets abondent. Des palais avec des hammams cachés, où les rois complotaient, des marchés avec de fausses portes pour les évasions. Mais la nuit, quand les appels des tambours cessent, on sent des présences. Quels fantômes de royaumes déchus parcourent ces couloirs, prêts à révéler des vérités oubliées? Mais si vous pensez que la géographie physique et le son des tambours sont les seules choses qui secouent le sol au Burundi, vous vous trompez. Il existe une couche plus profonde, invisible à l'œil du satellite, mais palpable pour quiconque parcourt ces sentiers au crépuscule. C'est une strate faite d'histoires, refusant de mourir, de légendes prenant vie quand le brouillard descend, et de mystères n'ayant aucune explication scientifique. Juste au moment où vous pensez comprendre ce pays, le Burundi vous montre son ombre. Et dans cette ombre, demeurent des choses qui défient la raison. Le Burundi n'est pas simplement un pays, c'est une tapisserie d'énigmes entrelacées, de fils de réalité et de mythes. Ici, la ligne séparant le tangible du spirituel est aussi fine que la brume matinale sur le lac. Les habitants savent qu'ils ne marchent pas seuls. Des esprits,
mélange syncrétique de gardiens animistes ancestraux et de traditions importantes, habitent les ruines d'anciennes fortifications et le rugissement des cascades. Si vous vous aventurez au nord, vers les collines denses et sombres de la forêt de la Kibira, vous entendrez des histoires qui vous glaceront le sang. On parle de cités entières qui existaient il y a des siècles et qui furent ensevelies sous la terre et la végétation comme punition divine pour l'arrogance de leurs dirigeants. Les anciens disent que les nuits de pleine lune, on peut encore entendre le murmure d'un marché fantôme sous le sol de la forêt. Des voix commerçants avec des pièces qui n'existent plus. Mais la terreur a aussi des formes plus tangibles. Dans la ville côtière de Rumonge, une ancienne prison coloniale se dresse comme un monument à la souffrance humaine. Les murs de cet endroit ont absorbé des décennies de désespoir. Et les légendes locales nourrissent des mythes d'évasion impossibles et de prisonniers qui, après avoir été enfermés dans des cellules d'isolement, se sont volatilisés, laissant leurs chaînes verrouillées et intactes sur le sol de pierre. Ce n'est pas un endroit pour les âmes sensibles. L'atmosphère y est lourde, chargée de l'électricité statique d'une histoire non résolue. Cependant, tout n'est pas obscurité. La forêt de la Kibira est aussi une source de vie et de mysticisme positif. C'est la demeure de l'apiculture ancestrale. Le miel produit ici n'est pas un simple aliment. On l'appelle l'or liquide et il est vénéré pour ses propriétés. Il est utilisé dans des rituels de guérison et de bénédiction et il existe une légende persistante selon laquelle ceux qui consomment le miel pur des abeilles de la Kibira, nourri de fleurs poussant seulement au plus profond de la jungle vierge, acquièrent une longévité magique, vivant au-delà de 100 ans avec la clarté mentale d'un jeune homme. Mais attention, car s'aventurer à chercher ce miel implique de traverser des territoires où des chimpanzés, intelligents et territoriaux, grimpent aux arbres et observent les intrus avec des yeux bien trop humains. Si vous tournez votre regard vers l'immense lac Tanganyika, vous rencontrerez des phénomènes que la science peine à expliquer. Des pêcheurs, des hommes aguerris qui ne s'effraient pas facilement, parlent de caravanes fantômes. Ce sont des mirages, disent les sceptiques, causés par la chaleur et la réfraction de la lumière sur l'eau. Mais comment expliquer que des dizaines de personnes, à des époques différentes, décrivent exactement la même procession de silhouettes vêtues de robes anciennes marchant sur la surface de l'eau vers le centre du lac? Plus loin dans les terres, près de Rutana, la terre s'ouvre à la faille des Allemands. Un belvédère spectaculaire sur la vallée du Kumoso. Mais c'est la grotte voisine de Nyakazu qui détient le véritable secret. On dit que c'était le lieu de repos d'un héros mythologique, un géant qui pouvait modeler la géographie avec ses mains. L'acoustique de la grotte est telle que lorsque le vent souffle dans la bonne direction, les parois rocheuses émettent un son profond et guttural, semblable au rugissement de lions invisibles. C'est un système d'alarme naturel qui, selon la tradition, avertissait les rois de l'approche des envahisseurs. Les traditions chamaniques Tutsi ajoutent une autre couche de complexité à ce paysage mystique. Ce n'est pas du folklore pour touristes, ce sont des pratiques vivantes. Des tatouages protecteurs, des motifs géométriques cachés sous les vêtements,
et des amulettes faites d'herbes et de petits os sont utilisés pour se protéger contre le mauvais œil et l'envie. Dans les festivals Untor, la danse n'est pas seulement un spectacle, c'est un rituel de transe. Les danseurs, avec leurs crinières de fibres végétales imitant le lion, tournoient jusqu'à atteindre un état de conscience modifié où, affirme-t-il, ils peuvent purger les mauvais esprits de la communauté. Et puis il y a le mystère final, Ajitega. La tombe d'Ntaré Ier, le fondateur mythique du royaume, c'est un site de pèlerinage solennel, mais les rumeurs de trésors cachés persistent comme une fièvre. Il se murmure que le roi n'a pas été enterré seul, mais avec des artefacts sacrés de pouvoir, garantissant la souveraineté du Burundi. Des chasseurs de trésors ont tenté de trouver l'emplacement exact de ces objets. Mais la légende dit que la terre elle-même les défend, brouillant les cartes et cachant les sentiers à ceux mus par l'avidité. Ces mystères sont le pouls d'une terre cachant plus qu'elle ne révèle. Mais la question flotte dans l'air. Que se passe-t-il si vous allez trop loin? Quel prix perd ce qui déterre, ce qui devrait rester oublié? La réponse pourrait se trouver dans le peuple même habitant ces terres. Une population qui a appris à survivre non seulement aux esprits, mais à des horreurs bien plus terrestres et brutales.
Thank you.